L'inspecteur Planck en souterrain. Un livre de José Schmeltz. Chapitre 5. Capitaine Justin, au secours! Une heure après l'épisode du hangar, depuis son petit appartement donnant sur le large fleuve qu'est le Rhône, Marion ne voyait toujours pas revenir Malik ni l'inspecteur Planck. Elle appliqua la consigne donnée par Salomé et contacta Justin, qui était probablement leur dernier espoir. Si Salomé n'avait pas menti, il saurait les aider. « Allô, ici le Nautilus, que puis-je pour vous ?»« Ici le capitaine Nemo, pour l'opération 20 000 lieues sous les mers. » En disant ces mots, Marion pensa. « Je respecte à la lettre la consigne de Salomé, mais quand même, ça frôle le ridicule, ce mot de passe. Et d'abord, Nemo, c'était qui ce type ? Moi, avant, je croyais que Nemo était un petit poisson orange et blanc. » Salomé avait certes bien précisé que le rôle de Justin était de rester en arrière, caché, un peu comme un sous-marin, équipé de toute la technologie pour espionner, capter des communications téléphoniques, des vues satellites, etc. Mais enfin, quand même, dans cette histoire, c'est Salomé qui prend tous les risques et c'est son mec qui reste bien planqué. Si c'est ça l'égalité entre les hommes et les femmes, je ne suis pas sûr que les femmes y aient vraiment gagné. Bref, Justin, à distance, fit le tour de la question. En sous-sol, les portables ne passaient pas et tout était commandé à l'ancienne, sans électronique ni connexion Internet. La seule action qu'il pouvait avoir était de couper le courant dans tout le centre-ville, en espérant que les malfrats n'aient pas un groupe électrogène tout prêt en cas de panne. Avec un peu de chance, d'après Justin, ça permettrait à Salomé et aux autres de s'échapper. Marion ne put s'empêcher de conclure leur conversation en disant « Tellement de moyens technologiques, des satellites et des ordinateurs surpuissants, et les seules choses qui peuvent nous sauver sont la chance et une bête coupure de courant. Bravo le sous-marin haute technologie !» Justin n'avait cependant pas menti. Après quelques manipulations techniques et coups de téléphone, l'ensemble du centre-ville fut privé d'électricité pendant 3 minutes et demie. Dans le noir quasi complet de sa prison souterraine, et à la stupéfaction des 2 autres prisonniers, Salomé sortit une pince coupante et entreprit de couper leurs liens, ainsi que le faible cadenas qui fermait leur cage. Malik s'exclama, mais en chuchotant, ce qui n'est pas facile à faire. « Mais pourquoi ne l'as-tu pas sortie plus tôt, ta pince ? Pourquoi ?» Salomé lui expliqua qu'elle avait attendu la bonne occasion. Sans la coupure de courant, leur libération eût été trop visible. Elle savait bien pourtant que ce n'était pas la seule raison qui l'avait poussée à attendre. Elle voulait absolument rencontrer le Big Boss et savoir pourquoi il agissait ainsi, ce qui n'aurait pas été possible en s'échappant tout de suite. Mais ça aurait solidement énervé ses collègues, alors mieux valait leur cacher ce petit caprice. En 1 minute à peine, les 3 prisonniers se faufilèrent hors de leur cage et, Salomé en tête, ils rejoignaient bientôt à tâtons le couloir passant sous la Saône et menant à la sortie. Chacun demeurait le plus silencieux possible le long de ces couloirs humides, de peur de donner l'alerte. À mi-chemin, Salomé rassura ses amis, toujours en chuchotant. « Je pense que nous pourrons sortir bientôt, alors ne tardons pas et restons discrets. » Ce qui ne tarda pas, ce fut le cri ulcéré du sélacanthe s'apercevant de l'évasion. Aussitôt, un groupe se lança à la poursuite des évadés. Ces malfrats, eux, avaient des lampes et des armes, contrairement à Salomé, Malik et l'inspecteur. Notez que l'inspecteur refusait de porter une arme, par peur de se blesser ou de blesser quelqu'un. Décision prudente quand on connaît sa maladresse. La situation ressemblait de plus en plus à la course-poursuite d'un film qui finirait mal. Les cris haineux se rapprochaient. Malik avait un gros point de côté qui le ralentissait. L'inspecteur se cognait régulièrement aux tuyaux qui couraient au plafond et la sortie n'était pas encore en vue. Sans compter qu'il y aurait sûrement là-bas, sous le hangar, un comité d'accueil vraiment antipathique si les autres gangsters avaient été prévenus des derniers événements, ce qui, heureusement, n'était peut-être pas le cas. Salomé commençait vraiment à se dire qu'entrer dans ce hangar était la pire idée qu'elle ait eue ces dernières années. En se retournant brièvement, l'inspecteur commençait d'ailleurs à distinguer la lueur des lampes de leurs poursuivants qui se réfléchissaient sur la pierre humide des voûtes. Quelques secondes plus tard, une balle siffla à l'oreille de Malik, qui eut tellement peur qu'il faillit en retomber dans un sommeil hypnotique. Il entendit ensuite un bruit assourdissant, suivi d'un inquiétant silence qui lui fit se poser 1000 questions. « Suis-je mort ? Ou bien vois-je maintenant ce qu'il y a après la mort ?
Si c'est le cas, bonne nouvelle, se dit-il en lui-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort, et peut-être même quelque chose à manger. Par chance, Malik se trompait largement. Il était bien vivant, et le bruit n'était que celui de l'immense porte en fer que Salomé et l'inspecteur avaient refermée derrière eux. Ils étaient en effet presque retournés au bâtiment par lequel ils étaient entrés au début de cette opération, 2 étages sous ce que Malik appelait maintenant officiellement le hangar aux endives. Ils avaient aussitôt bloqué cette porte avec une vieille barre de bois trouvée à tâtons dans la pénombre et qui tiendrait quelques minutes au moins, le temps de trouver la sortie ou une solution pour éviter les gardes. La situation paraissait provisoirement moins désespérée. L'inspecteur Planck, dans un sublime effort intellectuel, résuma les données du problème. Alors, les méchants de derrière sont bloqués et les méchants de devant ne sont pas encore en vue, voire pas encore informés que les prisonniers s'enfuient. Les prisonniers, c'est nous, crut-il nécessaire de préciser pour Salomé et Malik. Ça nous laisse donc subitement de nouvelles pistes et le temps d'y réfléchir. Les amis, tout n'est finalement pas si désespéré. Malik, complètement ironique, lui répondit. Ben ouais, c'est génial, on est bien là, on n'a qu'à prendre un thé et des petits biscuits. Je suis navré, enchaîna l'inspecteur qui ne comprenait pas toujours le second degré. Je n'ai pas pensé à amener de gâteau ni d'eau chaude pour le thé, mais il me reste 2 bananes si tu veux. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas en manger une tout de suite. En quelques secondes qui leur parurent des minutes, de fort longues minutes, voire des heures, Salomé et Malik firent fonctionner leurs neurones à plein régime et ils arrêtèrent le plan suivant en 3 étapes. Plan d'action souterrain. Étape numéro 1. Appeler les malfrats du hangar en se faisant passer pour les autres gangsters. Étape numéro 2. Les assommer bien fort lorsqu'ils s'enfonceraient dans le passage. Étape numéro 3. Ensuite, s'enfuir par le hangar en espérant ne pas être rattrapés lorsque la barre de bois céderait et libérerait le passage aux sélacantes et à ses sbires. En théorie, ça paraissait faisable. Voté à 2 voix pour et 1 abstention, ce plan très optimiste fut tout de suite mis à exécution. L'inspecteur, en train de mâchouiller une banane, n'avait pas voulu voter la bouche pleine. Les 3 fugitifs se rapprochèrent du 2e sous-sol, dédié aux faux billets, et se cachèrent derrière la plus grosse arche du passage. L'inspecteur Planck appela alors les malfrats en imitant la voix de leur big boss. Aussitôt, 3 voix répondirent « On arrive, patron, on arrive !» Au moment où les 3 brigands passaient sous l'arche, de solides coups de bâton s'abattirent sur leur tête, ne leur laissant pas même le temps de comprendre ce qui leur arrivait. « Hurrah ! Hurrah !» s'écria Malik. Mais tout n'était pas encore gagné, parce qu'entre-temps, le sélacanthe et ses 2 acolytes avaient forcé la porte et se rapprochaient dangereusement. Heureusement, l'un d'eux glissa sur la peau de banane que l'inspecteur avait négligemment laissé traîner et alla rouler, inconscient, contre une presse à fausse monnaie. Restait le sélacanthe et son bras droit, armés chacun d'un revolver et sérieusement énervés. Sans aucune arme conventionnelle, Salomé, Malik et l'inspecteur durent improviser. Ils commencèrent par lancer des liasses de faux billets, mais cela ne semblait pas effrayer les assaillants outre mesure. Ils poursuivirent ensuite avec quelques gros bidons d'encre traînant çà et là, mais la précision des lancers n'était pas optimale. Le seul avantage de cet étage était d'offrir des abris sûrs derrière les presses à billets, lourdes masses de métal qui arrêtaient les balles. Après ces essais infructueux, nos 3 fugitifs se replièrent un étage plus haut, entre les couches d'endives et de champignons, et ils trouvèrent enfin une arme adéquate, facile à manier et présente en grande quantité. Les endives! Il en volait de toutes parts sur les têtes ennemies, et, qualité méconnue de ce légume, les endives écrasées aux pieds des malfrats constituaient au sol un tapis glissant sur lequel ils avaient plus de mal à se tenir debout. Surtout le sélacanthe qui, vivant dans un luxe gras depuis des années, avait maintenant un ventre énorme et avait perdu une partie de sa vivacité. Mais Salomé, Malik et l'inspecteur devaient rester bien cachés derrière des caisses métalliques et des poteaux de pierre pour se protéger des tirs de revolver autrement plus dangereux que leurs tirs d'endive. Munis d'une bonne réserve de chicons, c'est comme ça qu'on appelle les endives dans le Nord, ils reculèrent progressivement, allant d'un abri à l'autre, jusqu'à rejoindre l'escalier menant au hangar et à la sortie. L'inspecteur, par contre, ne tenait les endives que d'une main,
car de l'autre, il avait cédé à son envie urgente et irrépressible de manger la deuxième banane qu'il avait amenée. « L'action demande de l'énergie, ce n'est pas le moment de mollir !» avait-il glissé entre deux coups de feu. Quelques balles sifflèrent très près de leurs oreilles. Cependant, l'inspecteur Planck et Malik parvinrent à sortir du hangar, suivis de près par Salomé, qui leur cria subitement : « Allez-y, je vous rejoins dans un instant, j'ai un dernier truc à faire !»« Un truc à faire ? Mais elle est complètement givrée !» cria Malik. Au dehors, cependant, une bonne surprise les attendait. Justin, en sous-marin efficace, avait contacté les forces de l'ordre et leur avait indiqué le lieu exact où avaient disparu ses amis. Une bonne vingtaine de policiers, armés et équipés, attendaient de pied ferme la troupe de malfaiteurs. Tous ceux qui sortaient étaient cueillis sans ménagement. À l'intérieur du hangar, Salomé se rapprochait quant à elle du sélacanthe. Aussi fou que ça puisse paraître, elle voulait l'arrêter elle-même. Cela peut vous sembler idiot de se jeter ainsi dans la gueule du loup, alors que la partie est presque gagnée. Mais un être humain ne réagit pas toujours de manière rationnelle, et c'était bien le cas de Salomé. Elle profita de l'effet de surprise, le Big Boss et son bras droit ne s'attendant absolument pas à ce que leur proie revienne vers eux. Marchant tel un guépard silencieux, elle se hissa sur une passerelle surplombant le sol du hangar pour voir venir ses ennemis et peaufiner son offensive. Qu'avait-elle à disposition ? Des tas de vieux magazines idiots contenant plus de publicité que d'informations ? Pas génial. Quelques boulons et vis éparpillés çà et là ? Pas facile à utiliser. Quoi d'autre ? Ah, un seau plein d'une sorte de cendre ou de poussière de charbon, intéressant. Et, entreposées tout au bord de la passerelle, de vieilles et lourdes poutres datant probablement d'une centaine d'années. C'est parfait, il n'y a plus qu'à attirer les deux malfrats vers ce point, et le tour sera joué, se dit Salomé avec son optimisme habituel. Salomé laissa tomber quelques boulons juste sous la passerelle, en criant bien fort « Eh merde !» en direction de l'escalier et du sous-sol. L'objectif était bien sûr d'attirer les gangsters, qu'elle considérait maintenant comme ses proies. Le Big Boss, emporté par sa rage, ne réfléchit pas longtemps et se rua avec son acolyte vers la voie de Salomé. Arrivés à ce point, ils furent tout d'abord pris sous une douche de cendres fines et noires qui les aveugla momentanément. À peine se remettaient-ils de leur surprise que 3 poutres centenaires vinrent rencontrer fermement leur tête. Ils furent promptement assommés et étendus au sol. Salomé s'assura qu'ils étaient hors d'état de nuire et cacha leurs pistolets, puis sortit ensuite rapidement du hangar. Elle invita assez fièrement les policiers à aller menotter les gangsters qu'elle avait neutralisés. « C'est bon, les gars, j'ai réglé le problème !» lança-t-elle à la cantonade. « Tu vois bien, Malik, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. »« Tout de même, ne serais-je pas en train de faire un peu trop la maline ?» se demanda-t-elle intérieurement.